Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, j'aborde un sujet un peu particulier. Ce n'est pas la spiritualité, ce n'est pas le human design, ce n'est pas les Genki, ce n'est pas l'astrologie. Mais je me devais d'en faire un épisode parce que ça fait plusieurs fois que je vous en parle. Le triangle de Karpman. Pour moi, c'est un outil psychologique assez fascinant et très utile pour comprendre les dynamiques relationnelles toxiques. J'en suis sûre que vous allez tous vous retrouver à un moment dans ce triangle. Et au mieux vous allez le comprendre et l'intégrer, au mieux votre vie relationnelle va nettement s'améliorer. Alors bien évidemment, c'est fort possible que vous allez encore rencontrer des résistances, mais ça peut tellement faciliter vos relations. Je vais essayer d'être le plus clair possible et parler de ce sujet de manière structurée pour que vous puissiez à vous l'utiliser. Alors on dit que le triangle de Karpman, c'est un triangle dramatique qui va nous permettre de comprendre les jeux de rôle relationnels. C'est-à-dire que c'est un modèle de communication et de relations humaines qui a été créé par Stefan Karpman en 1968. Il décrit un schéma de conflit et de manipulation émotionnelle qui se rejoue souvent, consciemment ou non, dans nos interactions interpersonnelles. Il faut savoir que Stefan Karpman était un psychiatre et collaborateur d'Eric Berne. Eric Berne était le fondateur de l'analyse transactionnelle. J'en parlerai aussi dans un autre épisode si vous le voulez. Et c'est justement dans ce cadre qu'il a développé son modèle pour expliquer les jeux psychologiques, c'est-à-dire que des scénarios relationnels répétitifs où les gens adoptent des rôles fixes et souffrent des conséquences sans vraiment résoudre leurs problèmes. Et donc, à travers ces jeux de rôle, nous avons 3 rôles principaux qui vont se rejouer régulièrement dans nos relations les plus difficiles. Le premier, ça va être le sauveur. J'en ai parlé dans un précédent podcast. C'est un mécanisme aussi qui est inconscient. Le sauveur, son rôle à lui, c'est qu'il veut aider, réparer, protéger. Il se sent valorisé lorsqu'il est utile, mais il aide souvent quand on ne lui demande pas. Pour moi, c'est un peu un projecteur non aligné. Mais en réalité, il veut maintenir l'autre dans une position de faiblesse pour continuer à exister à travers son rôle de sauveur. Pour vous donner une image, je pense souvent à une maman ou encore à la femme d'un mari. Je vous explique. Par exemple, elle va dire « Laisse, je vais le faire pour toi, tu ne vas pas y arriver seul ». Ça, c'est une phrase de sauveur. Ou encore « Ah non, mais tu ne devrais pas faire ça, c'est mieux pour toi ». Ou encore « Je me tue à t'aider et tu ne fais même pas d'effort ». Et celle-là, je trouve que c'est la meilleure. « Je suis là pour t'aider, pourquoi tu refuses ?» Ensuite, on a un autre rôle qu'on peut jouer, c'est la victime. Celui-là, je le déteste. La victime, elle va toujours se sentir impuissante, incomprise ou persécutée. Elle aura tendance à attirer le sauveur pour être secourue. C'est un rôle qui peut cacher une peur de prendre ses responsabilités ou encore une peur de s'affirmer. Pour moi, le message implicite de la victime, c'est de se dire « je suis faible, je n'y peux rien ». En fait, la victime, elle va attirer la pitié. C'est-à-dire qu'elle va toujours se plaindre sans jamais agir pour changer. Donc voilà le genre d'exemple de phrase qu'elle pourrait dire, c'est « mais pourquoi ça m'arrive toujours à moi ?» Ou encore « personne ne me comprend ?» Ou encore, celle-là aussi je l'adore, « c'est injuste, la vie est trop dure ?» Ou celle-là aussi je l'adore, « de toute façon, personne ne m'écoute jamais, je n'y arrive pas !» Donc en fait ici la victime elle va toujours chercher à attirer la compassion et éviter la responsabilité, en tout cas sa responsabilité. Et enfin, on a le bourreau, qu'on peut aussi appeler le persécuteur. Lui, il va critiquer, contrôler, accuser, rabaisser. Il va chercher à dominer pour ne pas ressentir sa propre vulnérabilité. Et il va être souvent en réaction de défense ou de frustration. Alors voici mes exemples. Il va dire « c'est encore de ta faute, tu n'as rien fait correctement ». Parce qu'il est critique, autoritaire, accusateur. Il va se sentir supérieur et va te prendre toujours pour le fautif. Il y a aussi une phrase que j'adore du persécuteur, c'est « si tout le monde faisait comme moi, on n'aurait pas ce problème ». Ou encore « arrête de te plaindre et bouge-toi un peu ». Et mon préféré, et j'en suis sûre que vous l'avez tous dit au moins une fois, « je te l'avais bien dit ». J'en ris parce que ça m'arrive encore de le dire, ce genre de choses. Et ce n'est pas pour vous juger ou vous critiquer, c'est vraiment pour que vous en preniez conscience. Et tout ça pour dire que le persécuteur, il va chercher à contrôler ou dominer en dévalorisant l'autre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est de savoir comment vont se jouer ces rôles dans le triangle. Et savoir que ces rôles sont interchangeables. On peut passer de l'un à l'autre en quelques secondes. C'est-à-dire que, je peux te donner un exemple, le sauveur peut être fatigué de ne pas être reconnu et va devenir victime. Et il va dire des choses comme « avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu ne me remercies même pas ». Ou encore, la victime, elle peut devenir persécuteur. Elle va dire « tu ne comprends jamais rien ». Ou encore que le persécuteur peut devenir victime et dire « je passe pour le méchant alors que j'essaie juste d'aider ». Et vous remarquerez que ce triangle crée un cercle vicieux émotionnel et que chacun va renforcer le rôle des autres et personne ne se sent vraiment entendu ni responsable. Et on peut remarquer aussi des mécanismes sous-jacents parce que le triangle de Karpman repose sur des besoins émotionnels non reconnus. En fait, le sauveur veut se sentir indispensable.
La victime veut être prise en charge et le persécuteur veut garder le contrôle. Mais ces besoins ne sont jamais satisfaits car chacun joue un rôle au lieu de communiquer ses besoins les plus authentiques. Et pour moi, la manière de communiquer avec ses besoins les plus authentiques, c'est d'avoir cette maturité émotionnelle. Alors techniquement, comment on fait pour sortir du triangle de Karpman ? Je vous avoue, c'est pas facile. Surtout si on a joué ces rôles-là de façon inconsciente pendant des années. Surtout si aujourd'hui tu as 30, 40, 50, 60, 70, même 80 ans. Mais ce n'est pas impossible. Et pour moi, sortir de cette dynamique, c'est passer de la réaction au choix conscient. Et avant de te donner mes conseils, je tiens à te partager mon expérience là-dessus. Alors, il faut savoir que j'ai découvert le triangle de Karpman en 2018. Et donc, tu peux imaginer le temps que j'ai passé à identifier les rôles que je jouais. J'ai toujours parlé d'expérience, donc je t'invite avant tout à expérimenter et à observer. Et éviter de t'auto-juger et plutôt introspecter sur les situations. Et vraiment, j'avoue et j'admets que le Human Design a son importance, parce qu'il a été vraiment libérateur sur ces points. Et il est tout à fait normal encore aujourd'hui de jouer certains rôles, et il est fort probable que j'en rejouerai certainement. J'ai posé l'intention que cet épisode va t'éveiller consciemment sur les rôles que tu as pu jouer. Je vais te donner un exemple que j'ai pu jouer avec ma mère quand j'étais plus jeune, qui me disait souvent « Ah franchement, tu pourrais faire un effort, je me fatigue pour toi », où elle était dans ce rôle de persécuteur. Et moi, en bonne manifesteur, j'avais cette réaction émotionnelle où je lui disais « Tu ne comprends jamais rien, lâche-moi ». Ou moi aussi, je passais aussi dans ce rôle de persécuteur. Et finalement, c'était un jeu sans fin. Car on est resté en conflit pendant plusieurs années et on va dire que ça s'est apaisé vers l'âge adulte. Mais à ce moment-là, je n'avais pas encore identifié ces rôles, je ne les connaissais pas, en tout cas de manière consciente. Mais j'avais commencé à apprendre la responsabilisation. Ce qui m'amène à mon premier conseil, c'est d'identifier le rôle que tu joues et de prendre conscience de ta posture. Et te demander, suis-je en train d'aider pour être aimé ? Suis-je en train de me plaindre pour attirer l'attention ? Ou suis-je en train de critiquer pour défendre ? La lucidité, c'est la première étape pour sortir de ce jeu. Je me doute qu'en pleine dispute, tu vas pas le faire, mais tu pourras te poser la question un peu plus tard. Et ensuite, tu pourras reprendre la responsabilité de toi-même, parce que je le dis régulièrement, chacun est responsable de ses émotions, de ses besoins et de ses choix. Donc si tu as opté pour ce rôle de sauveur, tu vas devenir comme quelqu'un de soutenant. Tu vas aider seulement si on t'en a fait la demande. Si tu es dans ce rôle de victime, tu vas devenir le créateur. Tu reconnais ta capacité à agir, même à petits pas. Et si tu étais dans ce rôle de persécuteur, tu vas devenir quelqu'un de plus confiant. Tu vas exprimer tes besoins clairement, sans agressivité. Alors voilà quelques exemples concrets si tu étais un sauveur et que tu veux être quelqu'un qui va soutenir. Tu peux poser la question, souhaites-tu que je t'aide ou préfères-tu que je t'écoute ? C'est une énorme différence que donner ton avis comme ça sans qu'on te l'ait demandé. Si tu étais dans ce rôle de victime et que tu passais au rôle de créateur, tu peux te dire « je choisis de faire ça différemment ». Et enfin, si tu étais dans ce rôle de persécuteur et que tu veux devenir assertif, je te dirais de dire « je ressens de la frustration, j'aimerais qu'on en parle ». Ça, c'est reprendre sa responsabilité. Ce qui m'amène à mon conseil suivant, c'est mettre en place une communication authentique, c'est-à-dire utiliser un langage de responsabilité émotionnelle. Le fait de parler en jeu au lieu de tu, surtout le tu accusateur, écouter sans vouloir corriger et demander au lieu de supposer. Bon, je sais que c'est pas un exercice qui est facile, et je vais te donner un exemple. Le « tu ne fais jamais attention à moi ». Tu peux inverser la tendance en disant « je me sens délaissé en ce moment, j'aimerais qu'on passe du temps ensemble ». Tu entends, ça change toute la dynamique de la relation. Et ce que je t'invite à faire, c'est cultiver la conscience et l'empathie. Observe la situation avec recul plutôt qu'avec jugement. Tu peux te demander quel besoin émotionnel j'essaie de combler. La victime, son besoin, c'est d'être pris en charge. Le sauveur, c'est d'être utile, aimé. Et le persécuteur, il veut avoir ce contrôle et il veut se protéger. Et ma conclusion, c'est que sortir du triangle de Karpman, c'est de passer du drame à la conscience. C'est-à-dire que tu vas arrêter de jouer à ce jeu de qui a tort, à ce nouveau jeu virtueux que pouvons-nous créer ensemble. Tu verras qu'avec le temps, ce sera bien plus sain pour tes relations. Donc voilà, c'était une plongée dans le triangle de Karpman. J'espère que cet épisode t'aura permis d'y voir plus clair et surtout de t'en libérer. Parce que nos relations deviennent plus belles quand elles cessent d'être des jeux et qu'elles redeviennent de vraies rencontres. Bien sûr, si tu as une question, n'hésite pas à me la poser en commentaire. Et j'espère que cet épisode t'a plu. Je te parlerai certainement de l'analyse transactionnelle dans un prochain épisode.
Et en attendant, je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt.